Si je reviens rapidement vers vous, c'est que notre budget n'est toujours pas bouclé et que cela constitue pour nous une grande préoccupation. Ce budget est d'autant plus indispensable qu'il va être principalement tourné vers la sécurité. Il nous faut impérativement moderniser le puissant site de TV Liberté, mais plus encore, le protéger des attaques informatiques dont il est fréquemment l'objet. La sécurité comme première priorité. Je sais les efforts consentis par beaucoup d'entre vous et je n'ignore pas la difficulté supplémentaire des fins de mois actuellement. Mais si chaque abonné nous donne ne serait-ce que 1 euro, nous sommes sortis d'affaires pour plusieurs mois. C'est donc à notre portée. Merci de votre aide rapide. Madame, Monsieur, bonjour. Il y a tout juste 40 ans était assassiné le président élu de la République libanaise, Béchir Gemayel. Pour retracer le combat et l'incroyable destin de ce résistant, de cet homme d'État visionnaire, mais aussi d'ailleurs pour évoquer la situation économique actuelle du Liban, une situation qui fait que ce pays vit une crise économique plus forte encore qu'il y a celle qu'il a vécue il y a 150 ans. Pour tout cela, j'ai demandé à Richard Haddad, bonjour Richard, bonjour Martial, qui est animateur de l'émission Géopol, de venir m'assister, puis m'aider, puis prendre le lead, comme on dit, c'est-à-dire prendre la direction de cette émission pour accueillir nos invités. Les auteurs, tout d'abord, de ce livre dans la collection Qui suis-je de Pardès, ce livre sur Béchir Gemayel, Yann Bali, qui est le vice-président de l'association Chrétienté Solidarité. Bonjour Yann Bali. Bonjour Martial. Et puis le journaliste et écrivain Emmanuel Peuzet. Bonjour Emmanuel Peuzet. Bonjour. Et puis notre invité de marque, notre invité d'honneur, la personne de Youmna Gemayel. Bonjour madame, vous êtes la présidente de la fondation Béchir Gemayel et vous êtes aussi et surtout la fille de Béchir Gemayel que nous allons évoquer dès maintenant avec les auteurs du livre, mais aussi bien évidemment avec vous. Alors, ma première question, elle s'adresse à vous, Yann Bali, puisque vous avez rédigé cette partie de cet ouvrage. Avant de parler même de la personnalité de Béchir Gemayel, parlons de la famille Gemayel, une des plus anciennes du Liban, et peut-être une personnalité essentielle dans le dispositif, si vous me permettez cette expression, c'est le patriarche, c'est-à-dire le fondateur, Pierre Gemayel, le père de Béchir et d'Amin Gemayel. Donc Pierre Gemayel, effectivement, c'est une figure, c'est une stature, c'est une gueule, une voix qui porte. C'est un sportif qui a fondé la fédération de football libanaise. Et à ce titre, il s'est rendu aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Et là, il rencontre les sociétés patriotiques et de gymnastique, les Sokol, qui lui donnent une idée, celle de créer un mouvement identique au Liban. Et en 1936, il est le fondateur, avec un certain nombre de ses camarades, des Phalanges libanaises. Les Phalanges libanaises qui seront un mouvement qui sera à tous les rendez-vous de l'histoire du Liban, de l'indépendance déjà en 1943. Pierre Gemayel donne de sa personne, il est dans la rue, il se bat, il reçoit des coups, il en donne, il est emprisonné, mais au final, les Phalanges libanaises, avec d'autres mouvements libanais, obtiennent l'indépendance du Liban. Et ensuite, à tous les rendez-vous de l'histoire du Liban, les Phalanges libanaises et Pierre Gemayel seront présents. 1958, quand la foule musulmane tente, sous la pression nassérienne, de prendre le pouvoir au Liban. Et puis, bien évidemment, au moment de la guerre du Liban qui se déclenche en 1975. Donc, effectivement, une forte personnalité. Youmna Gemayel, je viens de dire le patriarche. Est-ce qu'on peut utiliser ce terme-là pour Pierre Gemayel, pour la famille ? Bien sûr. Pierre Gemayel, c'était un grand homme. Tous les partisans phalangistes de l'époque avaient un grand respect pour ce personnage. Il avait une grande stature, il était grand de taille, il était pharmacien. Les gens venaient à sa pharmacie juste pour qu'il leur dise bonjour. Et même, ce que j'entends, c'est que parfois, il y avait beaucoup de jeunes qui faisaient pas mal de bêtises. Donc, cher Pierre, comme nous, on l'appelle chez nous, arrêtait sa voiture, descendait,
se permettait à l'époque de leur mettre une petite claque et tout le monde était ravi. Et en fait, ils en étaient fiers, ils en étaient tellement fiers que chacun racontait à ses amis, oui, moi, cher Pierre est venu, il m'a frappé, il m'a crié dessus. Donc c'était vraiment quelque chose de... c'était vraiment quelqu'un qui avait de la présence et de la prestance et qui était juste et qui était droit et qui n'aimait pas que les choses ne soient pas bien faites. Donc voilà. Voilà pour le grand-père. On va arriver directement alors à votre père, au fils de Pierre Gemayel, Béchir Gemayel, à un des fils de Pierre Gemayel. Je disais à l'instant, téléspectateur, c'est un personnage hors du commun. Néanmoins, Yann Bally, vous le décrivez pas totalement à son avantage. Écoutez, si j'en crois sa mère, votre grand-mère, écoutez bien, un petit diable d'une espièglerie souvent excessive, les termes ont un sens, et une scolarité agitée, un adolescent plus militant que scolaire. Je sais ce que cela veut dire. C'est quand même pas très flatteur tout ça, Yann Bally. Oui, effectivement, Béchir, né en 1947, il est le dernier d'une famille de 6 enfants. Son frère aîné, Amin, a 6 ans de plus que lui. Il est un peu le chouchou de sa maman. Et effectivement, c'est un garçon difficile. Son papa dit « Je ne sais pas quoi faire de Béchir, mais je l'aime tellement ». C'est à la fois effectivement un garçon turbulent, fonceur, bagarreur, mais en même temps un garçon très attachant. Ses traits de caractère le suivront toute sa vie. Effectivement, l'école, c'est pas son truc. Des résultats plutôt moyens, que ce soit en primaire, que ce soit au collège ou au lycée. Il obtiendra le bac à 20 ans. Il changera plusieurs fois d'établissement pour des raisons de discipline. Toujours sa maman sera là pour rattraper le coup, le mettre dans un établissement plus souple, puisqu'elle dit ce sont les professeurs qui tentent de brimer son caractère et son tempérament, donc il faut qu'on trouve une solution qui corresponde à mon petit Bachot. Et puis, il sera un peu plus sérieux lorsqu'il entrera en faculté de droit, parce qu'il a décidé de devenir avocat, donc il se met à travailler sérieusement, et il obtient ses diplômes, sa licence de droit libanais, sa licence de droit français, et il deviendra effectivement avocat. Avocat en 1974. Avant cela, dans sa prime jeunesse, Gemayel baigne dans un univers qu'on voit très bien politique. Je pense que vous êtes d'accord, Madame Gemayel, pour le dire. Et en juin 1962, c'est presque naturellement qu'il prend sa carte au parti Kataïeb pour les phalangistes libanais. Et là va s'ouvrir un engagement politique qui va le porter très haut. Tellement haut qu'il va être le chef naturel du camp chrétien. Et ma première question, avant de vous faire répondre, Yann, pourquoi lui et pourquoi pas le frère aîné Amin ? Non, d'abord, Béchir, son chemin politique a commencé chez les phalanges à l'âge de 15 ans. Et Amin faisait déjà partie des phalanges libanaises. Et ce n'était pas une question qui allait prendre le flambeau, parce que Amin, en tout cas, était député, donc a été élu député à la mort de son oncle, le frère de sa maman, Modi Sejmail, qui était aussi un grand homme, un grand réformateur et un grand quelqu'un qui avait beaucoup d'idées pour le Liban. Donc à sa mort, Amin était devenu député. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est par la force des choses, Béchir a réussi à s'imposer par lui-même sur le terrain avec les jeunes. Donc ce n'était pas Béchir contre Amin ou Amin contre Béchir. Au contraire, c'était vraiment chacun avait sa position. Amin était dans le politique, Béchir était plus dans la résistance avec les jeunes. Et les choses ont fait que, comme la guerre était très très intense dans les régions chrétiennes, Béchir a réussi à s'imposer pas en tant que Gemayel, mais en tant que Béchir, en tant que personnage Béchir. Il a réussi à s'imposer. Et voilà, les choses ont fait après que ça s'est accéléré et ça a été lui qui a été le chef des régions chrétiennes. Béchir Gemayel, Yann Bally, ce n'est pas seulement un combattant politique, ça va être un combattant tout court, parce que la guerre va se poindre au Liban et il va y prendre une part plus qu'active et déterminante. Tout à fait. Alors effectivement, il est d'abord un militant politique, mais la formation des phalanges libanaises comprend une part d'entraînement, qui est un entraînement sportif au début, mais qui petit à petit devient un entraînement de plus en plus paramilitaire, notamment quand les menaces se précisent. Et pour Béchir Gemayel, l'élément décisif, c'est 1970, lorsqu'il est enlevé par des milices palestiniennes, qui le retiennent plusieurs heures. Là, il se rend compte que quelque chose se passe, que les chrétiens du Liban ne sont plus libres chez eux, qu'ils sont en danger et qu'il faut passer à autre chose. Et donc, c'est là où il dit
Il va falloir finir avec les palabres, et il va falloir maintenant se préparer sérieusement à la confrontation parce que nous n'y échapperons pas. Et c'est là où effectivement les entraînements de paramilitaires deviennent militaires et formeront ces générations de combattants qui ont fait la guerre du Liban et qui ont permis aux chrétiens du Liban de préserver leur liberté. Dernière question, Richard. Je vais vous donner la parole dans quelques instants, c'est promis, mais j'ai une dernière question qui me tient à cœur, qui s'adresse à Yann Bali et à vous aussi, Madame Gemayel. Est-ce qu'on peut dissocier le combat de Gemayel de la foi, de la religion, du spirituel? On voit que c'est une foi profonde qui est la sienne et qui l'amène à combattre. Bien sûr, Béchir a toujours été associé à des moines, s'est toujours entouré des moines de la communauté maronite. Ils ont toujours été à côté de lui, ils l'ont soutenu dans ses pensées, ils l'ont aidé à fortifier sa pensée, à structurer sa pensée. La nomenclature des forces libanaises, donc du front libanais, a été faite avec eux. Béchir, c'est toujours le soir, il allait chez eux pour se réunir avec eux. Il était très attentif à ce que les moines allaient lui dire et comment ils allaient sauver un peu la communauté chrétienne dans ce pays. Donc Béchir, oui, était très ancré dans la foi. C'est quelqu'un qui priait beaucoup, qui avait la foi. Et d'ailleurs, dans tout son combat politique, la chrétienté et la foi chrétienne étaient toujours présentes. On associe maintenant Béchir Gemayel au combat des chrétiens du Liban. Difficile combat depuis tant de décennies, Yann Bali. Oui, tout à fait. Pour revenir aussi sur la foi de Béchir, la foi de Béchir est quelque chose qui est très important. C'est ce que nous a dit Solange Gemayel lorsque nous l'avons interrogée. Elle n'a jamais vu son mari se coucher, quelle qu'ait été sa journée de combat militaire ou de combat politique, sans prier à genoux. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est vraiment, effectivement, une figure pour les chrétiens du Liban. Son dernier discours, le 14 septembre 1982, le matin de son assassinat, il dit devant les évêques maronites, devant le représentant du pape, nous devons être comme ont été les premiers chrétiens. Nous devons être des témoins du Christ et être capables de mourir comme des témoins du Christ. Effectivement, tout son engagement sera imprégné de la défense de la chrétienté pour les chrétiens du Liban, mais également pour tous les chrétiens d'Orient. Richard. Oui, moi je vais évoquer donc l'aspect politique et militaire, puisque c'était un chef politique et un chef militaire. Et donc, au début, Martial rappelait tout à l'heure qu'il y avait le frère qui était donc, comme l'a dit Youmna, député. Il faisait une carrière politique et Béchir était un militant. Et au début des années 70, il a commencé donc ses entraînements. Et qu'est-ce qui l'a propulsé? Parce que ce n'était pas fait. Il y avait des chefs opérationnels dans les phalanges libanaises. Qu'est-ce qui a fait qu'il est arrivé à la tête de ces groupes militaires pour devenir après le chef de tout le réduit chrétien? Qu'est-ce qui a fait comment ça se fait qu'il est arrivé? Alors en fait, Béchir d'abord avait formé autour de lui un groupe très solide d'amis, d'anciens camarades de classe, d'anciens étudiants, mais c'était son groupe à lui, c'était ses amis, ses gens à lui. Donc il avait déjà son cercle qui était de garçons costauds, de garçons bien entraînés, de garçons intelligents. C'était pas des étudiants. Et ce noyau-là, en fait, il va le transférer à Achrafieh, où il va obtenir de devenir le vice-président militaire du quartier d'Achrafieh. Achrafieh, c'est la partie haute élevée du Beyrouth chrétien, qui est comme une citadelle face à Beyrouth-Ouest. Et là, il va être le second, mais en fait responsable militaire d'Achrafieh. Et comme Achrafieh joue un rôle essentiel dans la défense de Beyrouth, très rapidement, il aura un rôle sur le terrain essentiel. Et puis, en fait, à cette époque, cependant, moi, je me souviens, en avril 76, Béchir, effectivement, était le chef d'Achrafieh. Il était aussi le chef, plus ou moins déclaré, des commandos Kataeb, qui s'appelaient les Bégines, et qui était le fer de lance des Kataeb, étaient des combattants
d'une classe incroyable. Mais ce n'était pas le chef militaire de tous les Kataeb. J'ai été conduit sur le front dans la montagne à Oyun El Siman, dans la Range Rover de Cher Amin Gemayel, là-haut dans la montagne, là où on se battait face. De l'autre côté, c'était la plaine de la Bekaa. C'était assez particulier. On avait des échanges de tirs à 1 kilomètre de distance. Enfin, ça pleuvait pas mal quand même. Mais là, Bachir n'était pas le chef de tout ça. Et puis, il y avait un chef militaire pour les Kataeb qui s'appelait William Howie, qui était un ancien des affrontements de 58. Et chez les Kataeb, il y a le chef, et le chef Caïd en arabe, et le chef, c'est le chef. Hein. Il a été choisi au mérite et on ne conteste pas son pouvoir. Alors, Béchir va se retrouver numéro 2 derrière William Howie, et il aurait peut-être végété longtemps comme numéro 2 si, malheureusement, William Howie n'avait pas été tué d'une balle en plein front par un sniper au moment du siège de Tal al-Zaatar. Donc, le camp palestinien, le camp palestinien retranché qui ne sont pas toujours... Ah oui, le camp retranché palestinien qui est dans le dos d'Ashrafieh, qui est une menace permanente et surtout qui est une citadelle formidable. Il y a dedans 2500 hommes, il y a des systèmes de pièces d'artillerie anti-aérienne sur vérin hydraulique, il y a énormément d'équipements d'armes de tout genre, d'abris en béton du genre de ceux qu'on trouvait sous Azovstal, hein, c'était le même esprit, donc extrêmement difficile à prendre. D'ailleurs, dans un premier temps, les milices chrétiennes, quand elles vont s'y attaquer, ceux qui passent à l'offensive, ce sont les Numur, les tigres du Parti national libéral, les gens de Camille Chamoun, des combattants d'une fougue extraordinaire, d'un courage fabuleux, mais dans un premier temps, les premiers jours sont terribles. On aura des dizaines d'hommes qui sauteront sur des mines. Et en fait, Bachir va être très frappé par cette perte en vie humaine, ce gaspillage de combattants de qualité, puisqu'au total, la prise de Tal al-Zaatar va coûter la bagatelle de 435 combattants, sans compter des milliers de blessés, hein, de mutilés, d'handicapés à vie. Donc Bachir va... Après la mort de William Howie, il va déjà avoir en tête de devenir, à un moment donné, le chef de toutes les milices chrétiennes. Oui, donc il a unifié, alors c'est là son rôle politico-militaire, c'est qu'il a unifié ce qu'on appelait le camp chrétien militaire. Il a fondé les forces libanaises, il en a pris la tête. Et en fait, il avait un esprit de structure, une qualité organisationnelle, je dirais. Ah oui, tout à fait. Alors, lui-même, certainement, en avait le désir, la volonté, mais il avait aussi, comme je le disais en commençant, une équipe de gars autour de lui. Son conseil était formé de gens efficaces et puis de gens pointus, de gens intelligents. Donc, il a effectivement structuré. Alors, il est vrai que le parti Kataeb est une organisation, depuis le début, extrêmement bien organisée et bien faite. Donc, il s'est calqué sur cette organisation, il l'a développée. Et le jour où il s'est trouvé prendre la tête de toute cette organisation militaire, de regrouper ce qu'on appelait unifier le fusil chrétien, quand il a unifié le fusil chrétien en juillet 80, il a réussi, alors il y a eu une opération un petit peu violente, hein, puisqu'il a dû décapiter en quelque sorte les responsables, enfin pas pour de vrai, mais il les a éliminés quand même, des milices du Parti national libéral, les Tigres, qui commençaient à partir un petit peu dans tous les sens. Dani et Doli Chamoun étaient des gars formidables, mais ils n'avaient pas le sens de la discipline. Bachir disait, quand on donne un fusil à un homme, on doit lui imposer une stricte discipline, parce que sinon il se transforme en voyou. Donc c'est vrai que chez Bachir, les gens qui étaient avec Bachir n'étaient pas des voyous. Il n'y en avait pas, alors qu'on en trouvait quand même un certain nombre au Parti national libéral. Quand Bachir va réunir tous ces gens en une seule armée, ça va quand même finalement faire une armée de 20 000 hommes, on va se retrouver en juillet 80 avec une armée de 20 000 hommes, bien organisée, aguerrie. Ils ont déjà perdu des milliers d'hommes. Là aussi, dans cette armée, il y avait, vous le dites dans votre livre,
un bureau de renseignement, un bureau d'approvisionnement. Enfin, c'était super bien organisé. Oui. Et il a organisé ça comme une armée, exactement, avec le B1, B2, B3, B4, B5, et un bureau de la logistique, par exemple, qui était d'une efficacité incroyable, qui a été capable, même pendant la période où les Syriens occupaient une partie du réduit chrétien, ou une bonne partie en tout cas, entre 76 et 79, il a été capable, et ce bureau, de continuer à ravitailler et à former un arsenal militaire qui était fort utile parce qu'il savait qu'il y aurait des affrontements importants avec l'armée syrienne à venir, et il débarquait des quantités de matériel militaire la nuit dans le coin de Jounier, une rade qui s'appelait l'Aquamarina, mais c'était pas la seule, hein. Il y avait différents endroits. Moi-même, quand j'étais là-bas en mai 76, j'ai participé au déchargement de barges qui transportaient les armes. Ensuite, on les montait en camion. Alors, il me semble que ce qui a fait quand même la réputation de Béchir Gemayel, vraiment après la bataille de Tell et la fondation des forces libanaises, c'est ce qu'on a appelé la guerre des 100 jours, qui a marqué toute l'Europe. Il s'agit d'une guerre qui a duré tout l'été 1978. Beyrouth-Est, je rappelle aux téléspectateurs, Beyrouth-Est était encerclé par l'armée syrienne. Béchir Gemayel se trouvait dans Beyrouth-Est avec ses soldats, et ils ont résisté pendant 100 jours, et l'armée syrienne n'a jamais pu pénétrer. Alors, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que depuis septembre, Richard, mais depuis septembre 76, le parti Kataeb avait accepté, à la demande du président nouvellement élu Elias Sarkis, que la force arabe de dissuasion, en fait c'était l'armée syrienne, s'installe dans le quartier chrétien, dans Ashrafiyeh. Ce que n'avait pas du tout aimé Bachir, d'ailleurs, qui avait voulu démissionner de la direction militaire des Kataeb à ce moment-là, et on lui dit non, reste, de toute façon, ça ne va pas durer comme ça longtemps. Et effectivement, il s'est passé rapidement cette force d'occupation qui détestait ces quartiers chrétiens, s'est comportée d'une manière absolument insupportable, et essayait aussi de récupérer dans les casernes des milices chrétiennes l'armement, etc. Donc ça a dégénéré assez vite, et à un moment donné, très bizarrement d'ailleurs, les Syriens ne se sont pas attaqués d'abord aux milices chrétiennes, ils se sont attaqués à l'armée, à Fayadieh, la caserne de Fayadieh, et ils ont commencé à la bombarder. Et là, le président Sarkis, qui croyait que cette force arabe de dissuasion lui obéissait, parce que le mythe de l'obéissance de la force arabe de dissuasion au président libanais existait encore, il s'est rendu compte qu'il ne lui obéissait pas. Ses militaires étaient dans cette caserne, appelés à l'aide, ils subissaient des bombardements violents, et en fait, ils se sont tirés d'affaire parce que c'est Bachir qui a fait donner les mortiers Kataeb qui étaient installés au nord de la ville, tout près sur la route de Jounier quasiment, et qui ont tapé avec précision parce qu'ils avaient des artilleurs, je peux vous dire, d'une qualité extraordinaire. Hein. Ils n'avaient pas une artillerie énorme et pas non plus beaucoup de munitions, donc ils étaient obligés de tirer à coup sûr. Et là, ils ont tapé si bien sur les Syriens autour de la caserne de Fayadieh que ceux-ci ont arrêté leur siège. Et de ce jour, Elias Sarkis, qui voyait en Bachir un chef de milice incontrôlable et qui, en quelque sorte, était un rival à son pouvoir, a commencé à le voir d'un autre œil. À tel point d'ailleurs qu'un an plus tard, quand Elias Sarkis recevra Bachir à Baabda, Bachir y va, il est en tenue militaire, il ne s'est pas fait beau spécialement pour l'occasion, il y va comme d'habitude, son casque à la main, et puis le président le reçoit, les bras ouverts, en lui disant « Cher ami, cher Bachir, j'ai une telle admiration pour vous. » Et alors Bachir, il est complètement épaté. Il ne savait pas qu'en fait Elias Sarkis, au fil des mois, avait compris que Bachir était un type extraordinaire. Et alors, on n'a pas tellement abordé cet aspect des choses. Ce qu'il faut bien voir, c'est pourquoi est-ce que Bachir fédère des hommes autour de lui de grande qualité. Pourquoi est-ce que ceux qu'il manu militari, il oblige à venir sous sa direction, le suivent aussi bien? C'est un gars qui est doué d'un charisme absolument stupéfiant. Il dégage une chaleur, une humanité, une gentillesse. Il est doux. Il parle aux hommes. C'est un chef de guerre. Il vous parle sur un ton très doux, très gentil. Et je le vois encore. C'est la légende, ça, Yumna Gemayel, ou c'est la réalité? C'est la réalité. Non, c'est vrai. Mais il était ferme.
C'est-à-dire, il était doux mais ferme, et comme on l'évoquait hier encore... il ne fallait pas lui désobéir. Voilà, il était très ferme, il pouvait être très dur par moment pour la bonne bien cause. sûr. Mais il y avait aussi un langage, peut-être c'est ça qui plaisait le plus aux gens, c'est qu'il avait un langage de vérité. C'est-à-dire, il nommait les choses. Et donc, et ça, vous le dites dans votre livre. Et c'est ça peut-être qui a fait qu'après la bataille des 100 jours de Beyrouth, après il y a eu la bataille de Zahle en 1981. Je rappelle juste aux téléspectateurs, en 1981, la ville de Zahle, qui est pratiquement 100% chrétienne, mais qui est dans le revers du mont Liban, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Damas, a été encerclée aussi par je ne rentre pas dans les détails, juste elle a été encerclée par l'armée syrienne. Et là, ils ont résisté aussi, c'était l'été 1981, et jamais les Syriens n'ont pu y pénétrer. Et après ça, Yumna, le Béchir Gemayel a fait sa petite mutation partant d'un chef de guerre défenseur des chrétiens du Liban. Petit à petit, il commençait à devenir un chef respecté par tous les Libanais. Petit à petit, je dis, jusqu'à son élection en 1982. Est-ce que c'est sa fermeté ou plutôt son franc-parler, son langage direct, où il met le doigt là où ça fait mal, qui plaisait aux gens? Écoute, comme tu l'as dit avant, Béchir, en fait, donc la guerre de Ashrafiyeh l'a canonisé, enfin l'a placé sur un piédestal parmi la société chrétienne. Et après, donc la guerre de Zahle l'a mis en fait en tant que chef libanais. Donc en fait, la mutation s'est passée comme ça. Donc Ashrafiyeh, il est devenu un chef chrétien, leader chrétien. La bataille de Zahle, il est devenu un leader plus ou moins national. Et c'est après la bataille de Zahle qu'il a compris ou qu'il avait envie de devenir président justement pour pouvoir faire plus de choses au Liban. Et c'est comme ça qu'il a compris que dans la société libanaise, il ne pouvait pas être président, ou il ne pouvait pas gouverner le pays, ou il ne pouvait pas faire de bonnes choses pour le Liban, s'il n'y avait pas une union autour de lui et une union nationale. Et c'est d'ici qu'il a commencé à ouvrir ses relations diplomatiques avec les Européens, avec les Américains surtout. Et après, il a commencé à s'ouvrir envers les Druzes, un peu les chiites, enfin beaucoup les chiites de l'époque. Et d'ailleurs, pardon, je te coupe, mais le président du Parlement de l'époque, la présidence du Parlement au Liban revient à un chiite, la présidence du Conseil, enfin le Premier ministre est sunnite, et le président de la République est chrétien. Et donc le président chiite de l'époque, le Hezbollah n'existait pas. Non, le Hezbollah n'existait pas du tout à cette époque. Et en 1982, le président du Parlement, Kamel el-Assad, était un fervent de Béchir Gemayel. Était un très proche de Béchir. Et beaucoup de députés chiites avaient voté pour lui. Tous les députés chiites de l'époque avaient voté pour Béchir en tant que président. Mais tout ça pour vous dire que Béchir avait compris comment fonctionnait l'État libanais. Aujourd'hui, on ne peut pas devenir président ou faire quelque chose au Liban s'il n'y a pas une union nationale autour de nous. Et Béchir avait compris ça après la bataille de Zahle. Et donc, été 81 jusqu'à été 82, il y a eu un an où Béchir a travaillé, a essayé de convaincre tous ces détracteurs, si vous voulez, nationaux qui étaient au Liban pour leur dire que moi je suis un vrai Libanais, on va travailler ensemble pour pouvoir construire un vrai État souverain. Et donc là, comment il a réussi à faire ça? Bien sûr en disant la vérité, en étant un vrai national, un vrai nationaliste, un vrai Libanais, un vrai patriote, et en montrant aux gens surtout ce qu'il a pu faire, son expérience. Oui. Il leur a montré que justement ce qu'il a pu faire à Ashrafiyeh, à Zahle par la guerre, il va réussir à le faire en tant que président. Donc il y a aussi, si vous voulez, son know-how, son expérience qui aussi a joué en cette faveur-là. Parce que ce qu'on appelait le réduit chrétien, en fait c'est 20% du territoire libanais qui était libéré, en fait, qui était sous la gouvernance, je dirais, de Béchir Gemayel et des forces libanaises. Et donc ce territoire de 2000 km² à peu près, qui va de Beyrouth-Est, grosso modo, jusqu'au nord, un peu plus au nord de Byblos. Ce territoire était très très bien géré. Il y avait une certaine sécurité. Mieux géré que le Liban actuel. Absolument, c'est ce que disent beaucoup de gens. Et donc, en fait, de l'autre côté, il me semble qu'ils prenaient ça comme modèle. Ils se sont dit finalement... je me trompe ou pas? Non, mais bien sûr, tout ça a fait que... Donc... Ils enviaient en fait, non? Ils enviaient cette gouvernance. Écoutez, oui, mais je pense que Béchir, c'est surtout par son leadership et par justement, il disait toujours la vérité, il était ferme et il était convaincu de ses idées. Et le plus important, c'était que quand il avait quelque chose en tête,
il voulait le réaliser. Et il voulait créer un État fort, un État souverain, un État indépendant, qui n'était pas sous la botte palestinienne, syrienne, enfin bon, aujourd'hui, si on veut dire la mainmise iranienne. Donc Bachir était vraiment un vrai nationaliste libanais. Et il voulait expliquer à l'autre partie, qui n'y croyait peut-être pas, parce qu'on était surtout dans l'arabisme. Donc quand Nasser était là, on voulait être avec Nasser. Quand Hafez el-Assad était là, on voulait plutôt aller avec la Grande Syrie. Il voulait leur expliquer que le nationalisme ou le patriotisme libanais était très très important. Et il a réussi à le faire. Alors, en 1982, il est candidat. Donc, je rappelle aux téléspectateurs qu'au Liban, le président de la République est élu par les députés, tout simplement. Et donc, c'est un régime parlementaire. C'est un régime parlementaire. Et donc, le président de la République est élu par les députés. Il est élu le 23 août 1982. Le quorum était de 62 députés, si ma mémoire est bonne. Et ses opposants voulaient à tout prix éviter qu'il y ait un quorum. Finalement, et c'est là où les députés chiites, parce que les chrétiens, il y avait 55 députés chrétiens sur 99, mais ça ne suffisait pas pour le quorum. Donc les chiites viennent, le quorum est là, il est élu, à 57 voix, il me semble, je ne sais plus, peu importe. Il est élu, c'est une révolution dans le pays, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis un immense espoir. Un immense espoir. Un immense espoir pour les chrétiens. Pour les chrétiens particulièrement. Et puis 3 semaines sont passées, et là, les choses basculent. C'est-à-dire, de l'autre côté, ceux qui n'ont pas voté pour lui commencent à discuter avec lui. Oui, enfin, ce qui s'est passé, c'est que justement, donc les sunnites ont presque, pour la majorité, ont boycotté ces élections présidentielles. Mais Bachir, étant donné que c'était un leader, le lendemain de son élection, a été chez... justement, le chef sunnite de Beyrouth, Saïb Saleem, a été chez lui, a discuté avec lui. Et en sortant, Saïb Saleem s'est dit, mais voilà... Pardon ? Essayons avec conviction. Donc, il a réussi à vraiment... réunir autour de lui les druzes, les chiites, les sunnites et bien sûr une grande majorité de chrétiens. Et les sunnites de l'époque ont dit, on a pleuré quand Bachir a été élu, ils ont pleuré de haine. Et le jour où il a été mort, ils ont pleuré de tristesse parce qu'ils se sont dit, c'était vraiment un espoir pour pouvoir construire quelque chose ensemble. 3 semaines après son élection le 23 août, 3 semaines de rêve un peu au Liban, ils étaient un peu suspendus, ils vivaient une sorte de... Et puis voilà, le 14 septembre, 1982, il va à une réunion. Alors je dois préciser aux téléspectateurs que Béchir Gemayel circulait, il était élu, il n'était pas rentré en fonction, mais il roulait dans sa voiture seul avec son chauffeur, sans garde. Il refusait. En fait, c'est quelqu'un d'extrêmement modeste qui refusait les cortèges et les protections rapprochées. Et beaucoup de ses proches l'avertissaient contre ça. En tout cas, il se rend à une réunion du parti phalangiste à Ashrafiyeh, et là, un attentat a été préparé contre lui. En fait, c'est que tous les mardis après-midi, Bachir avait rendez-vous avec sa base et ses militants à Ashrafiyeh. Et ce jour-là, c'était le dernier mardi, donc c'était tous les mardis à 4h. Et il leur avait dit que c'était la dernière fois parce qu'il avait été élu président. Et donc tous les gens étaient venus vraiment pour lui dire au revoir, pour dire en tant que militant. Et voilà, et c'est arrivé ce jour-là, 14 septembre à 16h10. 400 kilos de TNT, en fait, l'immeuble était totalement effondré. Exactement, il y a eu 23 morts, il y a eu Bachir et 23 de ses compagnons, il y a eu une centaine de blessés et beaucoup de dégâts. En fait, les plus grands dégâts, c'était pour le Liban, parce que depuis, on a vu que le Liban, la descente aux enfers a commencé ce jour-là, et on en est, et voilà où on en est aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que vous aviez pris les clés de la voiture, vous aviez 2 ans, vous aviez pris les clés de la voiture, et que force de destin, c'est que vous ne vouliez pas qu'ils partent? Le matin même, en fait, il y avait beaucoup de va-et-vient à la maison. Et donc, après, je comprends, ce qu'on me raconte, c'est que je comprends que Bachir cherchait les clés de sa voiture, et il n'arrivait pas à trouver les clés de la voiture pendant au moins 30 minutes. Et après, donc, il me voit, j'avais à l'époque 1 an et demi, caché dans un coin avec un sourire assez malicieux. Et donc, ils viennent me voir pour voir qu'est-ce qui se passe. Et en fait, effectivement, j'avais les clés cachées derrière le dos, ce jour-là. Sa maman dit qu'elle ne voulait pas les lui donner. Et je ne voulais pas lui donner, oui, pendant... Donc, il a dû négocier avec moi durant une dizaine de minutes pour que je lui rende les clés.
Et voilà, donc c'est peut-être... Elle dit, je reste 3 heures dans les décombres, elle regarde les décombres, et elle dit, je sais que Béchir est mort. Oui, je pense que ma mère était... donc, mon père et ma mère étaient chez ma grand-mère à l'hôpital ce jour-là. Et Béchir lui dit, bon, je vais à la réunion et je te retrouve après. Une demi-heure plus tard, grande explosion à Ashrafiyeh. Le téléphone sonne, et donc c'est ma mère qui décroche dans la chambre d'hôpital de ma grand-mère. Mais elle savait déjà que c'était Béchir, elle savait. Elle décroche, on lui dit une grande explosion est arrivée à Ashrafiyeh. Elle ferme le téléphone, elle court, elle prend son sac, elle court et elle monte dans la voiture. Elle va jusqu'à Bet El Kateib, donc l'endroit à la maison des phalanges où c'est arrivé. Et après, au vu de l'immeuble effondré, elle a compris tout de suite que c'était terminé. Entre-temps, elle a fait tous les hôpitaux de la ville pour voir si Béchir était là-bas. Parce qu'il y a eu plein de gens qui ont dit oui, on l'a vu sortir, il y a un hélicoptère qui est venu le prendre. Il y a eu un déni. On était vraiment dans un déni, mais elle savait déjà, bon, c'est bon, enfin, il ne fallait pas aussi... Sa mort n'a été annoncée que le lendemain. Le lendemain, oui, parce qu'on ne l'avait pas encore... on l'avait pas identifié. On ne l'avait pas identifié. Après, on l'a identifié à cause de son alliance. Donc, mais elle savait déjà. Et puis, au vu de cet immeuble qui s'était effondré de la sorte, tout était... l'explication allait directement de soi. Voilà. Il y a cet événement incroyable, le matin du 14 septembre. Quelques jours avant, les Gemayel aménageaient leur maison, terminaient d'aménager leur maison. Et Béchir avait demandé à Solange de voir avec son menuisier pour réaliser un modèle de croix pour la chambre à coucher. Et ce matin-là, ce matin du 14 septembre, jour de la fête de la croix dans l'église maronite, Solange présente les modèles de croix que le menuisier avait fait. Et là, Béchir n'est pas emballé. Et il lui dit, écoute, range-les. Ne t'inquiète pas, demain je t'apporterai une croix. Bon, Béchir Gemayel, c'était un projet pour le Liban. Il a été assassiné, donc beaucoup disaient le projet est mort avec lui. Mais suite à cet attentat, son frère Amin, donc qui a 6 ans de plus que lui, qui était député, se présente. Et là est élu largement d'ailleurs, parce que comme tu l'as rappelé, les sunnites et des druzes et des chiites s'étaient joints à Béchir, et il s'était présenté comme le successeur, un peu bien qu'il soit plus âgé. Il a été élu pour un mandat de 6 ans qu'il a accompli jusqu'au bout, mais finalement, le projet de Béchir n'a pas été réellement appliqué, loin de là. Et puis après, juste je résume pour les téléspectateurs de TV Liberté, au départ d'Amin Gemayel, il y a eu le général Aoun et les guerres interchrétiennes, je vais très vite, et puis la guerre s'est arrêtée là, puisque les Syriens ont mis un point final à cette guerre en faisant une réforme de la Constitution. Et puis là, toutes les années 90 jusqu'à 2005, c'était l'occupation syrienne de tout le Liban. Et puis en 2005, après l'attentat du Premier ministre Hariri, les Syriens sortent. Je fais vite pour juste remettre un peu le contexte pour les téléspectateurs. Compliqué du Liban. En gros, pour dire, voilà, en 2005, il faut dire, le patriarche maronite avait lancé une sorte d'appel à la résistance à partir des années 2000. Et puis en 2005, la résistance commençait à s'organiser. Et puis l'attentat du Premier ministre sunnite Hariri a accéléré les choses, parce que les musulmans s'étaient joints aux chrétiens pour que les Syriens s'en aillent. Et puis ils sont partis en 2005. Et donc là, depuis 2005, le Hezbollah, donc toutes les milices chrétiennes ont été désarmées. Avant d'ailleurs le départ des Syriens, sauf le Hezbollah libanais, qui est un parti chiite pro-iranien. Et depuis le départ des Syriens, le Hezbollah est toujours là, armé, et ce pays n'avance pas jusqu'à la crise économique qu'a rappelé Martial il y a quelques minutes. Alors, j'en viens au projet de Béchir Gemayel, parce que ça peut paraître étonnant, mais au Liban aujourd'hui, des jeunes qui ne l'ont même pas connu brandissent ses portraits et crient dans les manifestations « Béchir vit en nous ». Et donc, il y a un projet Béchir Gemayel qui est toujours là, en fait, qui est soutenu. Et est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours d'actualité ? Est-ce qu'on peut l'appliquer, je veux dire ? Bien sûr, on peut l'appliquer et on va l'appliquer. Et c'est notre combat politique de tous les jours. Je voudrais juste revenir un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure. Béchir a été élu durant 21 jours. Et durant ces 21 jours, ce qui a changé,
Il n'était pas rentré en fonction, mais ce qui a changé, c'est que le Libanais s'arrêtait au feu rouge. Bon, ça peut être bizarre pour des Français d'écouter ça, mais oui, effectivement. Le Libanais arrivait à l'heure au travail. Voilà. Donc, les Libanais s'arrêtaient au feu rouge. Les Libanais respectaient le policier, donc respectaient l'uniforme. Les fonctionnaires arrivaient à l'heure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait des fonctionnaires, soit qui ne venaient jamais au travail, soit qui venaient vraiment pour 1 heure de temps boire le café. Donc, les fonctionnaires arrivaient à l'heure. La corruption était telle qu'on ne pouvait pas faire un permis ou faire une transaction administrative sans vraiment payer. Sans pot de vin. Et donc, durant ces 21 jours, on a eu un vrai État. Et donc, les gens rêvent encore de cet État. Donc, le projet de Béchir existe encore. On a un exemple, un modèle de ce projet. Et les jeunes, quand on parle de Béchir, on parle de ces 21 jours. On parle de cet État de droit, souverain, indépendant, sans corruption, avec beaucoup de réformes probablement et une bonne gouvernance de ce pays. Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit? Enfin, je regarde les chiffres, on parle des blocages politiques, on parle bien évidemment de la non-évolution du système, mais enfin, en 2 ans et demi, la livre libanaise a perdu 95% de sa valeur face au dollar. 48% des Libanais qui vivent encore au Liban disent qu'ils veulent quitter le pays. Ce n'est pas sans tenir compte de ceux qui ont déjà quitté le pays. 70% des jeunes qui veulent s'en aller. Est-ce que ce n'est pas finalement mort, tout simplement? Le Liban est-il mort? Le Liban n'est jamais mort. Vous savez, on vient de béatifier 2 nouvelles personnes au Liban. Le Liban va rester, le Liban est là. On a 4 saints, on a beaucoup de gens qui y croient encore. Donc tant qu'on a la foi, on est là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes émigrent, bien sûr. L'économie n'est pas bonne. Donc ils veulent quand même assurer une vie décente à leur famille. Mais moi, je crois et je sais que le Liban va s'en sortir. Aujourd'hui, nous sommes en pourparlers pour extraire du gaz dans les eaux territoriales libanaises. On est en pourparlers avec la France, les États-Unis, et qui sont eux en pourparlers avec Israël pour pouvoir aménager tout ça. On a des informations que l'extraction du gaz va réellement être effective d'ici quelques temps. Et donc ça va être aussi une bouffée d'oxygène pour les Libanais, pour pouvoir créer de nouveaux emplois, recréer, redynamiser une certaine économie. Moi, j'y crois, les Libanais y croient. Cet été, l'été 2022, on va avoir plus d'1 million de touristes qui vont venir au Liban. Donc, on y croit, on est là, la diaspora libanaise nous aide beaucoup, la foi est là, et moi je pense que tant qu'on a des gens comme nous qui croyons en ce modèle de Béchir, en cet État libanais, on va y arriver. Juste une dernière question, mais Béchir Gemayel, on l'a rappelé tout le long de cette émission, avant le combat politique, il a eu un combat militaire. Il a compris après son enlèvement qu'à un moment donné, il faut un affrontement. Aujourd'hui, Martial évoquait la crise économique où beaucoup accusent la corruption qui est couverte par le Hezbollah armé. Est-ce que il y a eu des élections au mois de juin, le Hezbollah a perdu beaucoup de sièges. Enfin, quand je dis le Hezbollah, c'est le Hezbollah et ses alliés. Ils n'ont plus la majorité, mais enfin, ils arrivent quand même à tenir un peu le pays. Pour aller plus vite, est-ce que ce pays peut être réformé avec une milice armée qui est toute puissante, qui est plus puissante que l'armée libanaise? Et deuxième question, est-ce qu'elle peut être désarmée par la négociation ou faut-il à un moment donné aller à l'affrontement? Je vais commencer par la dernière question. Écoute, aujourd'hui, pour désarmer le Hezbollah, nous, on a déjà une historique dans ce domaine-là. On a les forces libanaises qui étaient autant armées que le Hezbollah en 1989 et on l'a désarmé grâce à une entente régionale et internationale. Donc aujourd'hui, on ne peut pas désarmer le Hezbollah que par une entente régionale et internationale. Et à un moment, on avait espéré peut-être que le Congrès de Vienne... Les Iraniens l'acceptent. Oui, mais bon, ils vont l'accepter à un moment donné. Il va y avoir, ça va être un compromis. Moi, je te donne ça, toi, tu me donnes ça. C'est normal. C'est comme, enfin, ça, c'est la diplomatie et c'est les négociations. Donc, le Hezbollah, on ne peut pas faire une guerre contre eux. On ne peut pas parce qu'on ne veut plus faire une guerre. Aujourd'hui, on n'est pas prêt à reprendre les armes, à faire une guerre contre quelqu'un. Donc, aujourd'hui, on doit être prêt localement à désarmer le Hezbollah une fois que la décision internationale arrive. Donc ça, c'est pour le désarmement. Ça ne peut pas être fait par l'intérieur.
Sauf si un jour Hassan Nasrallah décide de se réveiller et de nous dire voilà, voici nos général armes. du Hezbollah, je rappelle au téléphone. Je pense que ça n'arrivera pas, mais bon, ça peut être une option. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, on fait une guerre interne. Donc on refait une deuxième guerre civile pour enlever les armes. Donc ça, je pense que c'est aussi une option qui n'est pas d'actualité. La seule solution, c'est justement une décision internationale et régionale. Mais nous, on doit être prêts aussi à l'intérieur pour pouvoir voir comment faire avec tous ces militants Hezbollah, comment les réintégrer dans l'armée, les réintégrer au Liban, qu'ils comprennent que leur patriotisme libanais doit être avant leur soumission à un autre pays. Donc ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, vous avez parlé des élections. Moi, je voudrais dire que les élections, c'est quelque chose de très positif pour le Liban. Je vous redis peut-être pour vous, la démocratie, c'est avoir des élections chaque 5 ans. Pour nous, avoir des élections, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que de 2009 à 2018, le Parlement a été fermé. On n'a pas eu d'élection pendant 9 ans. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de négatif, de positif, pardon, pour le pays qui ait eu des élections. Le Hezbollah a perdu beaucoup de ses alliés, effectivement, mais on voit quand même qu'il a toujours la main sur le Parlement. Il a réussi. Aussi, il y a eu grâce aux armes, mais le Hezbollah de pression et dans les circonscriptions chiites. La démocratie n'a pas fonctionné correctement. Elle a parfaitement fonctionné ailleurs, mais dans certaines circonscriptions, il y a eu des pressions, des menaces de mort, des tabassages de. Donc, il y a eu d'ailleurs beaucoup de candidats qui ont dû se retirer sous pression. Des candidats qui étaient dans les régions où le Hezbollah est majoritaire. Des chiites patriotes non soumis à l'Iran, on va dire, en gros. Des chiites libanais. Voilà, donc qui ont dû se retirer de la course. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un paysage politique qui est assez diversifié. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre sur une table et dialoguer avec tout le monde pour essayer de construire vraiment le Liban pour nos enfants. Une question peut-être à Emmanuel Peuzet et une question à Yann Bali. Moi, j'ai une question, vous me permettrez de la poser prioritairement. C'est la France dans tout cela. On a vu le président Macron aller à Beyrouth avec beaucoup de rodomontades. Est-ce que ça aboutit à quelque chose ? Quand on voit Youmna Gemayel qui parle un français remarquable, on voit les liens qui nous unissent à ce pays. Et pourtant, on a l'impression qu'il est loin de nous, de nos cœurs tout au moins. Eh bien, si, il est en fait dans le cœur de beaucoup de Français et de beaucoup de Libanais. Et il y a une vieille amitié, une affection réciproque très forte et très profonde qui existe depuis le serment de Saint-Louis aux Maronites en 1250. Presque jamais, la France n'a laissé tomber les chrétiens du Liban. Les chrétiens du Liban sont chers à notre cœur. Alors, ils sont devenus francophones aussi parfaitement parce que, naturellement, les missions religieuses, les jésuites notamment, avec la célèbre Université Saint-Joseph, ont fait un travail d'éducation. L'Université Saint-Joseph est aujourd'hui une université d'une qualité exceptionnelle. On peut en prendre, exemple sur eux sans aucun problème. Hein. Et ce que je voudrais dire, c'est que les Libanais, là, vous voyez, avec Béchir, et c'est pour ça aussi que nous avons voulu faire ce livre, parce que nous pensons que Béchir donne une leçon. Il nous apprend quelque chose. Il nous apprend que l'esprit de résistance ne doit pas avoir peur. L'esprit de résistance, l'esprit d'indépendance, c'est être capable à un moment donné, même si, en fait, on n'en a pas envie. Béchir, il aurait pu faire une carrière d'avocat international. Il a fait des études magnifiques. Il a fait un stage dans un cabinet américain. Il avait une vie royale. C'était un beau gars. Franchement, il pouvait se la couler douce. Et il a dit non, mon devoir, c'est aujourd'hui de me battre. Et de me battre pour sauver mon indépendance, ma liberté, ma patrie, etc. Moi, cette attitude-là, pour moi, elle est exemplaire. Ce personnage, il est exemplaire. Yann Bali, exemplaire. Est-ce que c'est un modèle pour la France ? Parce que c'est un peu ça aussi, votre livre, c'est de dire, regardez, cette famille qui est imprégnée de culture française, regardez-vous Français, elle peut être un exemple. Est-ce que c'est ça aussi le sens de votre ouvrage ? C'est une des motivations qui nous a poussé à écrire ce livre. Effectivement, Béchir Gemayel est un exemple pour les jeunes Libanais d'aujourd'hui, c'est un exemple également pour les jeunes Français aujourd'hui. On voit très bien, les gens qui liront ce livre verront que les problèmes qui naissent au Liban dans les années 70, des enclaves étrangères, des États dans l'État qui naissent, puis des agressions, puis l'armée et la police incapables de remettre de l'ordre, les jeunes chrétiens enlevés, et puis finalement
l'obligation de se défendre parce que l'État n'est plus là, parce que l'État ne fait plus son travail. Et il y a là le chef, l'exemple, le modèle, Béchir Gemayel. Donc oui, c'est un exemple pour nous aussi français. Alors, une question, parce que vous l'évoquez un peu dans votre livre. Il était tout seul dans les années 60, enfin au début de la guerre du Liban. Hein, il était tout seul. Tous les chrétiens résistants étaient seuls. Et quel était le rôle de la France dans ce début de guerre? Il n'y a pas eu d'aide. Pourquoi? Quelles étaient les relations entre Béchir Gemayel, le parti phalangiste, et l'Europe, et la France en particulier? Je dis ça parce que Martial a évoqué la visite d'Emmanuel Macron au Liban. C'était suite à l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Beaucoup de promesses, beaucoup de menaces pour ceux qui bloquent, et puis on n'en a plus entendu parler. Macron, en 2020, il a fait pour le Liban ce qu'il fait pour la France. De l'esbrouf, du vent, et puis plus rien. Le seul point positif, c'est qu'il est arrivé là-bas à un moment où les Libanais avaient besoin d'un signe fort d'espoir. Ça a été le diable porte-pierre, Macron porte-pierre en ce sens. Quelle déception quelques mois plus tard. Bien sûr, c'est vrai. Mais dans les années 70, c'était pareil, non? Dans les années 70, la France est égale à elle-même. Elle a elle-même abandonné des départements français en Algérie quelques dizaines d'années plus tôt. Elle abandonne sa présence au Levant, elle abandonne les chrétiens du Liban, voire elle aide les adversaires du Liban chrétien. Et chose absolument incroyable, quand on interroge les compagnons de Bachir, c'est avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir que les choses changent et que les chrétiens du Liban ont une oreille attentive à l'Élysée, parce qu'il y a là des personnalités comme Charles Hernu, comme Grossouvre, qui connaissent le problème et qui ont encore un sentiment, le respect des engagements que la France a envers le Liban. Et puis il y a aussi l'influence de l'élection de Ronald Reagan aux États-Unis, je pense. Emmanuel Peuzet, peut-être dernier mot pour juste, je rappelle aux téléspectateurs que si la France officielle était absente, il y a eu des Français engagés, je dis ça parce que vous en faisiez partie, il y a eu des Français qui se sont engagés, des patriotes français qui ont été s'engager non pas comme des mercenaires mais comme des volontaires. Comme Gilles Soulas, un ami de Comme Gilles Soulas, un ami de TV Liberté, bien évidemment. Oui, vous étiez nombreux. Alors, au départ, nous étions deux à débarquer le 4 janvier 1976 à Beyrouth. Et Bachir, nous recevant 2 jours plus tard, a fondu en larmes devant nous, tant il était ému qu'il y ait des Français qui soient là. Il nous a dit, la France est notre mère, elle nous a abandonnés, mais vous êtes là, merci, merci, vous êtes prêts à donner votre vie pour nous. Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça nous fait. Et c'est vrai, il y avait une immense déception de la part des chrétiens du Liban. Ils avaient vraiment cru, et ils ont cru longtemps, que la France allait intervenir militairement pour les sauver, pour les aider, et alors, l'horrible de l'histoire, si vous voulez, c'est que finalement, quand les para-français débarquent à Beyrouth, c'est pour aider Arafat à s'en aller. C'est pour protéger son départ. C'est assez sinistre. Fini par l'attentat du Drakkar où 58 de nos parachutistes ont été tués. Et ont été assassinés. Alors nous, c'est vrai, on a été volontaires. Vous étiez une cinquantaine au total? Au total, oui, on a été une cinquantaine, 76-77, à participer au combat au sein des Kataeb, mais aussi au sein des Nemours, des Tigres du Parti national libéral, à Beyrouth, dans la montagne, à Oyoun El Siman, et bien sûr, la grande bataille de Tal al-Zaatar, qui a été un affrontement redoutable. On trouve tout ça dans le livre. On trouve tout ça dans le livre, donc écrit par Emmanuel Peuzet et Yann Bali, Béchir Gemayel, aux éditions Pardès. Voilà. Très bon livre, un modèle pour nos jeunes peut-être. Merci beaucoup Richard, merci beaucoup Madame Gemayel d'être venue en France évoquer l'image de votre père. Merci à Yann Bali et à Emmanuel Peuzet d'avoir donné chair à la personnalité de Béchir Gemayel. On aurait bien évidemment beaucoup d'autres questions sur Amin Gemayel, sur la famille Gemayel. Est-ce que les Gemayel, ils continueront encore et toujours à défendre le Liban ? Bien sûr. On a 2 députés Gemayel au Parlement aujourd'hui. Votre frère ? Mon frère et mon cousin. Et nous, on continue, et moi, je continue le combat. Même si je ne suis pas au Parlement, je continue le combat de dehors. Donc, on continue. Notre histoire va en parallèle, va de pair avec le Liban, et on sera toujours là. Rien à ajouter. Merci, madame. Merci, messieurs. Merci.